Ce que je vous propose, il est 11h30, un peu plus maintenant. Je vous propose qu'on démarre et puis les participants nous rejoindront un peu en cours de route. En tout cas, merci encore une fois à tous les trois d'être avec nous ce matin. Et bonjour à tous et à tous, hein. Démarrons donc ces sessions en un petit mot d'intro peut-être, et puis je vous laisserai évidemment vous présenter Stéphane, Alexis, Didier. Pour ma part, en une minute, je suis Jean Roubas, je suis responsable de l'accélérateur 50 Partners Santé, qui est une structure donc d'accélération et de financement de start-up. Alors plus précisément, ce que l'on fait, c'est qu'on regroupe 50 entrepreneurs à succès, des fondatrices et fondateurs des plus beaux succès français pour les mobiliser et investir leur temps auprès de quelques projets qui dessinent le monde de demain. Et c'est ce que l'on propose dans le secteur de l'innovation digitale depuis 2012, dans l'impact depuis 2018 et tout récemment, 2021, dans le secteur de la santé. Donc, on organise régulièrement des échanges comme celui de ce matin, où on propose à des experts de nous aider à comprendre les enjeux et les opportunités de secteurs clés. Alors, pourquoi ce matin aborder la question des modèles économiques de la prévention en santé? Simplement, avec 50 Partners Santé, on a la chance d'être au contact d'énormément de projets, de nombreux entrepreneurs qui sont à l'origine de très belles innovations de santé. Et parmi ces projets, on a vu exploser réellement depuis 5-6 ans la part d'innovation dédiée à la prévention. Et à ce jour, un projet sur deux quasiment qu'on rencontre nous parle de prévention. Et donc, avant que nos partenaires se décident à les accompagner, se pose évidemment la question de l'utilisation de leur technologie et donc du modèle économique envisagé par ces entrepreneurs. Et c'est là que ça se corse, vous vous en doutez. Même si on voit se dégager certaines tendances, les réponses ne sont jamais évidentes sur les modèles économiques liés à ces innovations. Donc notre réflexe du coup chez 50 Partners, c'est d'aller chercher les éléments de réponse auprès de celles et ceux qui font les choses et d'en faire profiter notre écosystème. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin, tous les trois, qui naviguez dans ces eaux un peu troubles, on va dire, au quotidien. Donc Didier, Stéphane, Alexis, merci encore d'être avec nous pour une petite heure et nous partager vos expériences et vos connaissances autour des modèles économiques de la prévention de santé. J'ai l'habitude de présenter les intervenants moi-même, mais c'est toujours un peu longuet puis certainement imprécis. Donc je vais vous proposer de vous présenter tout simplement chacun en 1 minute, 2 minutes maximum, si ça vous convient. Alexis, peut-être, toi qui es assez rodé à l'exercice, est-ce que tu veux bien commencer? Avec plaisir. Bon, merci Jean pour l'invitation. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, moi, je suis le fondateur de FitMe. FitMe, c'est une société qui développe des dispositifs médicaux connectés pour aider à mieux prendre en charge les troubles de mobilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à identifier plutôt les personnes qui sont atteintes de troubles de mobilité et on les accompagne dans la rééducation grâce à des solutions digitales et en particulier autour d'un objet connecté qu'on a développé, qui est une semelle connectée, qui va nous permettre d'analyser en vraie vie le patient, mieux comprendre son comportement, identifier les facteurs de risque et ensuite on l'accompagne avec une thérapie de rééducation complètement digitale. Donc FitMe, c'est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 6 ans maintenant et on est une cinquantaine, on est basé à Paris et on commercialise nos dispositifs médicaux sur plusieurs marchés. Super. Merci beaucoup, Alexis. Et, on comprend que FitMe, ça fait partie de ces innovations qui ouvrent un champ très très large donc, de solutions préventives. Didier, peut-être, est-ce que vous voulez poursuivre rapidement? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis directeur général de l'assureur MMA, qui est connu sur le marché grand public, mais dont l'essentiel de l'activité aujourd'hui est sur le marché B2B, affinitaire et industriel et profession. Je le dis parce que, évidemment, on a l'habitude de la gestion du risque et de la prévention en milieu industriel, et on verra peut-être tout à l'heure en quoi c'est très différent de ce qu'on peut trouver dans le monde de la santé. Voilà. Donc, et j'ai pas mal travaillé dans l'univers de la santé et notamment de l'assurance santé tout au long de ma vie professionnelle. Super. Merci encore Didier. Et c'est assez indispensable d'avoir votre regard ce matin aussi sur cette question-là. Et enfin, Stéphane, je vous laisse vous présenter aussi à votre tour. Oui, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Pardou, donc je suis directeur général de l'Agence nationale d'amélioration de la performance depuis quelques semaines. L'Agence nationale d'amélioration de la performance, c'est un organe public un peu atypique. C'est une grande agence de conseil public qui intervient en appui de l'ensemble du système de santé pour amplifier sa transformation, sa modernisation dans différents champs, qui a un rôle de vigie, de conseil, d'accompagnateur sur le terrain, d'accompagnateur des ARS, de veille aussi. Et la raison de ma présence ici, elle est simple. Donc, je suis à la tête d'une agence d'État.
qui est un organe un peu spécifique. Mais la raison de ma présence elle est simple, c'est que j'ai la chance d'avoir connu Jean il y a quelques années de cela. Et je vois dans la liste des panélistes également que j'ai le plaisir d'en connaître certains avec qui j'ai pu travailler lorsque je dirigeais des établissements de santé. Et la raison aussi de ma présence, c'est que ce thème fait écho, et je dirais et on y reviendra plus précisément, ce thème fait écho au thème des universités d'été de la NAP qui ont lieu dans quelques semaines à Dijon, dont le thème est centré sur l'innovation dans la prévention et qui justement fait le lien avec toutes ces initiatives issues de jeunes entreprises dans le domaine de la prévention. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence complète entre intervenir ce matin et ces universités d'été de la NAP qui ont lieu dans quelques semaines à Dijon sur le thème de l'innovation dans la prévention. Bon, eh ben, ça tombe à pic. Merci encore Stéphane et on sera ravis aussi de lire un petit peu les conclusions de ces universités d'été. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est disponible ou qui est… Oui, bien sûr, on peut s'inscrire. C'est en présentiel et en distanciel. Donc, vous pouvez vous inscrire en distanciel. Ça a lieu à Dijon. Il y a aujourd'hui près de 1500 personnes inscrites à peu près. Et donc, vous pouvez compléter votre connaissance du sujet. Vous verrez, il y a une vingtaine d'innovations à peu près qui sont présentées, maintenant de différents secteurs, sanitaires, médico-social, certains d'ailleurs avec des outils connectés, avec des entreprises ou des startups. Donc, un registre très divers et ça permet justement… La question du modèle économique est aussi abordée dans le cadre de ces présentations, de ces retours d'expérience. Bon, eh bien super, on a hâte que vous nous livriez tous les trois un peu vos expériences et vos réflexions autour de ça. Alors peut-être en 2 minutes, un rappel de quelques définitions et quelques chiffres aussi pour démarrer, notamment au niveau de la définition même de la prévention. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, notamment de distinguer ce que l'on fait d'habitude, 3 composantes de la prévention. On peut parler de prévention primaire, ça représente l'ensemble des actions qui réduisent l'occurrence ou l'incidence d'une maladie. Et donc ça, on peut prendre l'exemple de la vaccination ou des campagnes de lutte contre le tabagisme, qui sont des actions de prévention primaire. Et ça, on les distingue d'une prévention secondaire, qui, elle, vise à réduire la morbidité ou en tout cas les conséquences d'une maladie une fois que celle-ci est apparue. Là, on a des exemples aussi historiques, comme les campagnes de dépistage du cancer du sein, d'actions de prévention secondaire qui durent depuis bien longtemps maintenant. Et on sait que c'est une prévention qui est particulièrement efficace, on y reviendra, quand elle est ciblée sur des populations à risque. Et ça, c'est une chose que Didier connaît très bien. Donc on y reviendra. Et enfin, la prévention tertiaire qui, elle, représente et regroupe toutes les actions qui ont pour objectif de réduire l'invalidité associée à des maladies chroniques. Et là, on peut citer notamment des solutions de suivi au quotidien de personnes qui souffrent d'affections comme le diabète, comme l'endométriose. Voilà. Donc, ces 3 actions, on comprend que la prévention, quel que soit en fait son mode d'action, a pour conséquence de prolonger la vie en bonne santé et a priori de compenser la consommation des services préventifs par une limitation de la consommation des soins. Et des solutions préventives, il en existe depuis longtemps, on a mentionné quelques-unes. Par contre, ce qui est plus récent, c'est réellement l'explosion de solutions technologiques innovantes qui, souvent par la capture et l'analyse d'informations massives, comme tu le fais Alexis avec FitMe, permettent de détecter des risques d'occurrence de maladies ou de comorbidités associées. FitMe est un excellent exemple et on y reviendra Alexis parce que tu as navigué toi aussi à travers ces différentes réflexions sur le modèle, le cas d'usage et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Et puis c'est le cas également de technologies qu'on voit naître. Alors, on peut en mentionner quelques-unes. Orixa pour limiter les séquelles neurologiques d'un arrêt cardiaque, des technologies comme Ximo ou comme Moten qui cherchent à limiter les troubles musculo-squelettiques, ou encore Omini qui développe des tests sanguins portables. Enfin, toutes ces technologies ont une visée de prévention. Et évidemment, un professionnel de santé ou une structure de soins, actuellement, il est majoritairement rémunéré aux soins délivrés et pas au nombre de citoyens en bonne santé. En tout cas, pas massivement sur ce modèle. Donc, cette conception de la santé qui se traduit par des pratiques et par une économie qui sont organisées autour du soin et pas forcément de la prévention. C'est pour ça, d'ailleurs, que les solutions de prévention peinent à trouver des modèles économiques et des payeurs systématiques. Pour revenir aussi très, très rapidement sur la dépense de soins en France, en 2019, la consommation de soins et des biens médicaux atteint 208 milliards d'euros. Ça nous donne un petit peu une idée du volume. C'est quasiment 9% du PIB, soit 3 000 euros par an par habitant. Et il faut savoir que la moitié de ces dépenses sont concernent des soins hospitaliers, un quart des soins de ville et 15% pour des médicaments de ville. Ça donne aussi une idée de comment sont réparties ces dépenses. Et
Et en termes de payeurs, la part de la consommation des soins pris en charge par la sécurité sociale, c'est quelque chose qui progresse quasiment continuellement depuis 2010. Et en 2019, ça a atteint 78%. Donc 78% de ces 208 milliards sont payés par l'assurance maladie. Et la part des organismes complémentaires, cette fois-ci, elle est globalement stable et autour de 13,5% ces 10 dernières années. Voilà, donc ce taux de prise en charge des organismes complémentaires englobe des grandes disparités, on y reviendra aussi, mais voilà, ça donne un peu le paysage des dépenses de soins en France aujourd'hui. Alors avec une offre et un système organisé autour du soin dont les coûts donc, sont majoritairement supportés par la sécurité sociale et les assureurs de santé, on imagine bien l'État et les complémentaires comme étant les premiers intéressés au développement de solutions préventives. Justement, là-dessus, Alexis, toi qui as quasiment 7 ans… Pardon oui. Jean, si vous me le permettez, Bien sûr. pour compléter quand même votre vision nationale, parce que avant de parler modèle économique, il faut parler, y a-t-il un marché? En effet. Avant de parler modèle économique. Et donc, ce qui est, je crois, important à rappeler, c'est que, vous avez rappelé les grands chiffres, mais aujourd'hui, pour qu'il y ait marché, dans un marché qui est socialisé, dont le financement est socialisé, vous l'avez rappelé, il faut donc qu'il y ait volonté collective des acteurs régulateurs, qu'il y ait un marché, puisqu'on n'est pas dans le marché de la vente de voitures, on n'est pas dans le marché de la vente de yaourts, on est dans le marché de la production de soins ou en tout cas de la marché de la santé. Or, ce marché, il est socialisé. Ce financement est socialisé. Et donc, là-dessus, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui le point mort, l'angle mort aujourd'hui du système de santé français, c'est celui de la prévention. Oui. Les sommes y sont considérées, les sommes mobilisées sont faibles. Les résultats français en matière de prévention sont considérés comme moins bons que l'ensemble des dépenses, rapportés à l'ensemble des dépenses qu'on y consacre. Et quand on raisonne en mortalité évitable, la France est bien placée parce que c'est un pays occidental puissant, c'est la 5e puissance mondiale, mais il n'empêche que comparativement à d'autres pays, nous ne sommes pas si bien placés que ça sur les mortalités évitables. Or, chacun sait aujourd'hui, et les rapports du Haut Conseil de l'assurance maladie, les rapports des sociétés savantes, les rapports de l'IGAS, tout le monde montre bien que l'enjeu aujourd'hui du système de santé, c'est la prévention. Et les pouvoirs publics aujourd'hui sont en questionnement sur comment développer la prévention en France et comment rendre, et c'est là où on va rentrer dans le sujet, le modèle de financement de la prévention plus pérenne. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas stabilisé. Et donc, mais avant toute chose, je pensais que c'était important qu'on rappelle que c'est un des sujets centraux du système de santé, sans doute un des sujets qui occupera la prochaine mandature, en tout cas qui doit être au cœur des réflexions sanitaires françaises. La crise a montré par ailleurs que les déterminants de santé sont importants dans la réponse à une épidémie, que ce sont les populations les plus favorisées, les plus défavorisées, les populations les moins sensibles à la prévention qui subissent de plein fouet les effets d'une crise épidémique. Et donc, cette question de la prévention, elle va être centrale, avec un mode de financement, et on y vient, qui est extrêmement problématique. Alors, justement, en effet, le cœur du sujet est là, où est le marché. La vision sur les dépenses de soins et peut-être pas d'ailleurs le point de départ le plus logique, mais il me semblait intéressant déjà de rappeler qui subit les conséquences d'une prévention limitée. Et aujourd'hui, les coûts sont supportés en effet majoritairement par la sécurité sociale, les organismes complémentaires. Est-ce que c'est ça qui va être moteur dans les décisions, alors au niveau de l'État évidemment et au niveau des organismes complémentaires pour pousser la prévention? C'est vraiment la question qu'on se pose. Et d'ailleurs, Didier, peut-être que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus. Comment est-ce que quelles sont vos réactions, vos réflexes quand vous recevez un entrepreneur, que vous entendez parler d'une solution d'innovation dans la prévention? Quels sont vos premiers réflexes, vos premières réflexions autour de ça? Et quels sont les critères qui vous permettent peut-être d'évaluer la pertinence en fait de ces solutions? Oui, bonjour à tous et à tous. Moi, je partage totalement ce que vient de dire Stéphane. Nous avons construit, pour des raisons historiques, le système s'est structuré après la Deuxième Guerre mondiale, un système de financement de la santé qui n'est pas en réalité un système de financement de la santé, mais un système de financement des soins. Et donc l'essentiel les 208 milliards, c'est bien le financement des soins. Il y a quelques dépenses complémentaires, entre guillemets, émanant de l'État pour la santé, mais c'est très peu. Et c'est un véritable trou dans le spectre du système de santé. Moi, je partage totalement ça. Alors,
si on se focalise 2 minutes sur le système de soins pour redonner quelques sortes de grandeur et les marges de manœuvre des assureurs de santé, qu'on appelle en France complémentaires, nous payons 30 milliards d'euros de prestations par an. Il y a évidemment classiquement de l'optique, de l'audioprothèse et du dentaire, mais il y a aussi l'hospitalisation. Ça représente 6 milliards, on l'oublie souvent, et des soins de ville, puisque la Sécu ne rembourse plus que 56% des soins de ville. Donc, vous voyez, une action très diversifiée, mais comme elle est complètement imbriquée avec celle de la Sécu, finalement, ce double paiement pose d'énormes problèmes, à la fois de responsabilité dans l'action et dans l'action de prévention éventuellement, et puis de retour sur l'investissement, puisque si un organisme complémentaire, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais en tout cas un des freins importants à l'investissement dans de la prévention, parce que c'est avant tout de l'investissement dont on parle, hein, et l'investissement d'intérêt général. Un de nos freins à l'investissement dans la prévention, c'est évidemment le modèle économique. Et il faut investir, il faut y mettre de l'argent, et puis on a un retour. Mais c'est la Sécu qui est le principal financeur des soins lourds et coûteux qui va en réalité toucher un bénéfice, une économie, si la prévention est efficace. Donc ça, c'est un frein puissant. Ce n'est pas le seul, évidemment. Il y a aussi un paquet de freins réglementaires, mais c'est un frein puissant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. On pourra citer quelques exemples tout à l'heure. La première question qu'on se pose, c'est, elle va me paraître totalement banale, mais à quoi ça sert pour nos assurés? Et donc ça, la question est apparemment triviale, mais elle est en réalité plus difficile à traiter que ça, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Jean, pour qu'une prévention soit efficace, il faut qu'elle soit ciblée, sinon en fait on arrose le désert, hein. Et donc ça nécessite une bonne connaissance du tissu des assurés. Alors dans certains domaines d'assurance, c'est vrai, quand on est assureur des salariés du transport de marchandises, on les connaît bien, et donc là on peut avoir des actions de prévention ciblées vers les transporteurs. Quand on a une population générale d'assurés individuels de tous âges et de toute profession, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, cette première question, c'est est-ce qu'en effet, ce qu'on vient nous présenter, ça correspond à la structure de notre clientèle, à leurs attentes, aux attentes des catégories socio-professionnelles qui la composent. Voilà. Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a des questions de modèle économique. Et puis ensuite, il y a des questions beaucoup plus business. Il faut les traiter. Est-ce que ça nous permet d'améliorer la relation avec nos assurés? Est-ce que ça contribue au modèle relationnel qu'on a avec eux? Est-ce que c'est un enjeu de fidélisation ou d'acquisition? Et puis il y a des contraintes. Les contraintes, c'est l'historique de nos systèmes d'information ou de nos sites web qui ne sont pas toujours très apaisés, il faut bien le dire. Voilà. Donc c'est ça les grandes questions qu'on se pose quand on voit arriver une appli. Mais vraiment la première chose, c'est est-ce qu'on peut agir directement vers nos clients quand on regarde l'appli? Alors, c'est hyper intéressant d'avoir ce regard en direct. Alexis, toi qui, encore une fois, te lançais il y a 7 ans avec FitMe, est-ce que ces questions-là étaient des évidences à l'époque? Est-ce que c'est des choses que tu as appris peut-être en cours de route? Quelle a été ton approche, toi? Et aujourd'hui, en quoi ça se traduit, quoi? Déjà, la première des choses, c'est qu'au début, quand on voit une prévention, enfin une innovation dans le domaine de la prévention, on se dit c'est évident, le bénéfice est évident et souvent il est très important. C'est-à-dire que le retour sur investissement macro, il est très important parce qu'on évite des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la première approche qui est un peu naïve. Oui. Et ensuite, on se dit, OK, mais quand on veut implémenter de manière un peu plus concrète, en fait, qui va être mon interlocuteur? Et là, je vais rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est qu'on a, nous, en France, un modèle où, en fait, on parle à différentes poches et on parle à différents interlocuteurs entre ceux qui vont payer, ceux qui vont bénéficier, ceux qui vont utiliser. Et c'est là que l'équation devient très compliquée, voire impossible à résoudre, parce qu'on a toujours un intérêt fort sur le principe général, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on n'a aucune prise en tant qu'entrepreneur pour aller actionner et mettre en œuvre. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on est, je dirais, dans une petite société, on essaie de passer les marches les unes après les autres. On a une vision de très long terme, mais le rôle de l'entrepreneur, c'est de passer ces marches-là. Et moi, mon retour d'expérience, c'est que pour avoir tapé à chacune de ces portes les unes après les autres, on a toujours un retour bienveillant, mais on a une difficulté à avoir des vrais outils qui permettent de mettre en place et d'expérimenter. Donc, faire un pilote, faire une petite chose, ça, c'est des choses qu'on arrive à faire. Mais ensuite, comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après, qui est de dire on veut implémenter, on veut pouvoir déployer beaucoup plus largement. Donc, nous, on a discuté avec des mutuelles au début qui nous disaient oui, c'est intéressant, mais d'abord, on aimerait que ça soit reconnu par la sécurité sociale et puis on suivra ensuite pour accompagner.
Ensuite, on a discuté avec la sécurité sociale. Là, on nous dit, ben, voilà, il faut mettre en place un protocole avec mise en place d'essais cliniques qui vont prendre un certain temps pour mettre en place ces études-là. Donc, on va avoir un investisseur en lui disant, ben, voilà ce qu'on peut financer. Et là, l'investisseur nous regarde en disant, bah oui, mais il y a beaucoup de risques là-dessus. Il y a peu de succès qu'on a vu se déployer jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution, je dirais, miracle, malheureusement, au milieu de tout ça. Il y a quelques initiatives qu'on trouve vraiment bénéfiques, notamment l'initiative de l'article 51, et chercher justement à casser… Je vais dire un mot, oui. Voilà, à casser un peu ces frontières qui font qu'une personne vous dit oui, ça m'intéresse, mais en fait, moi, mon intérêt personnel en tant que médecin, il peut être un peu différent. Donc ça, on trouve ça extrêmement bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça puisse se déployer un peu plus largement. Ouais. Voilà pour le premier. C'est un point hyper important que tu viens de mentionner, Alexis, cet article 51. Peut-être que Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de recul par rapport à cette initiative et peut-être des premières conclusions qui s'en dégagent, en tout cas ce qui s'en dit jusqu'à présent? Je voulais effectivement l'évoquer. C'est très intéressant ce qu'ont dit Alexis et Didier. Il faut repartir du financement socialisé. Pour financer, pour avoir un modèle économique dans un financement socialisé, il faut que le payeur, massivement, soit convaincu que le bénéfice de l'outil de prévention est réel. Et donc, en France, on raisonne avec des données, des datas, des analyses. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait un processus, il faut passer par un processus national d'évaluation du service médical. Et la difficulté du système français et du modèle économique aujourd'hui, c'est que ce process, il est très bien structuré pour tout ce qui est soins directs, comme l'a dit Didier, épisode de soins. Il est très compliqué en matière d'évaluation des effets des dispositifs de prévention. Et donc, aujourd'hui, le système de financement français de la prévention nationale, il est régi par des enveloppes spécifiques, fermées, enfin dédiées, qui sont soit les enveloppes, effectivement, article 51, qui sont des dispositifs d'innovation, sur de la prévention notamment, mais pas uniquement, ça peut être du soin courant, des dispositifs, des PREPS, qu'on appelle des programmes de recherche médico-économiques, pour lesquels des startups, des sociétés peuvent se mettre en joint venture avec des hôpitaux, avec des équipes de recherche pour monter des projets et obtenir des financements. Et donc, en France, il est possible, pour peu qu'on ait une idée et un peu d'entre-gens, de trouver des financements d'amorçage. Et ça, Alexis l'a dit, on peut trouver des financements d'amorçage. Que ce soit par l'article 51, que ce soit par les PREPS, que ce soit par des financements d'incubateurs, on peut avoir des financements d'amorçage. Le sujet du modèle économique, c'est le modèle de financement pérenne. Là-dessus, l'article 51, pour l'instant, n'est pas fait pour être un modèle de financement pérenne. Il y a beaucoup de projets article 51 qui existent dans le domaine de la prévention, j'en ai 3 en tête, qui donnent sans doute des résultats, mais ce sont des dispositifs ponctuels, enfin en tout cas limités géographiquement, portés par des équipes localement. Il y a très peu de dispositifs nationaux dans l'article 51. Il y a des dispositifs avant tout locaux. Donc, ce n'est pas la réponse à un modèle économique global. Du coup, c'est pour ça que je dis que ça ne donne pas la réponse pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent et notamment les entrepreneurs s'il y en a. Mais d'un point de vue politique, ça illustre la nécessité d'une réflexion assurance maladie sur le véritable modèle économique français de la prévention. Dans l'attente de cette réflexion que moi j'appelle de mes voeux et dont je pense qu'il devra être au cœur des enjeux des prochaines réflexions sur le système de santé, le modèle économique pour les start-upers, si vous prenez cette expression un peu bêtasse, il n'y en a pas 36 000. C'est les dispositifs nationaux tels qu'ils existent, mais qui sont limités. Ce sont, pardon Didier, mais ce sont les opérateurs mutualistes, les assureurs, qui ont pour le coup une résonance nationale, une visibilité nationale, un panel de patients potentiels, en tout cas de citoyens dans leur portefeuille, et donc une caisse de résonance, mais avec, pour ces assureurs et ces mutualistes, la difficulté de savoir quel est le résultat. Donc, c'est un peu une forme de pari que doivent prendre les assureurs pour s'engager dans des dispositifs. Et puis, il y a la troisième solution pour laquelle moi je milite, c'est que les hôpitaux, les structures, les hôpitaux, les cliniques, quand je dis hôpital, ce n'est pas hôpital public, les hôpitaux, les cliniques, dégagent, sanctuarisent dans leur budget
des enveloppes qui ne seront pas des enveloppes peut-être des centaines de millions, mais des enveloppes dédiées pour accepter de prendre des risques en matière de dispositifs de prévention, pour permettre, et à la fin, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu dans plein d'hôpitaux et cliniques privées, ça peut faire un modèle économique pour des entreprises en première phase ou en deuxième phase. Ça ne fait pas le modèle global spécialisé, puisque celui-là, il passe par une discussion nationale, mais ça peut faire un premier modèle économique. C'est hyper intéressant. Je me permets de rebondir. Et Didier, d'ailleurs, j'aimerais que vous interveniez aussi à ce sujet. Donc, on comprend, si on veut schématiser, qu'il y a un modèle très long terme avec un ROI médico-économique, on va dire long terme, où finalement, là, c'est le modèle social qui fonctionne et qui en tire des bénéfices. Il y a aussi à l'amorçage des solutions, un article 51, des financements divers et variés. Stéphane, vous nous proposez aussi une action des hôpitaux, où là, il y a la complexité. Hôpitaux et cliniques, en fait, quand je dis hôpitaux, que personne n'entend d'hôpital public, hein, des acteurs de soins, des acteurs du soin. D'accord. Qui, eux, actuellement, sont rémunérés sur le soin et non pas sur le non-soin. Donc, finalement, on comprend que c'est une mécanique qui n'est pas évidente dans un système qui est déjà en tension. L'entre-deux, cette traversée du désert, alors, vous avez mentionné aussi l'action des mutuelles, des assureurs de santé, là où Didier mentionnait que la difficulté, c'est que parfois, s'il y a un investissement de la part de l'assureur, ce n'est pas lui qui bénéficie des retours dans les médias, mais plus le modèle social, et donc là, il y a une difficulté. Mais Didier, peut-être que vous pouvez nous parler d'exemples qui ont fonctionné justement, où votre logique de A à Z vous tenait bénéficiaire de ce genre d'initiative. Oui, sur ce qu'a dit Stéphane, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on va prendre soin de ne pas sortir trop du sujet de l'innovation et de la prévention, mais pour ne pas traiter la question plus globale du système de santé. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que il y a un besoin aujourd'hui patent de clarification des rôles entre le rôle de la Sécu et le rôle des assureurs de santé. Très clairement, quand l'État veut monter des parcours de soins intégrés, clairement, le rôle de la complémentaire là-dedans, il est proche de zéro. On juste paye du ticket modérateur sur les actes de médecine, quoi. Et quand on veut forfaitiser le revenu des médecins, on voit bien que ça ne passe pas dans le modèle qui a été construit à la Libération. Donc, il y a un enjeu de clarification des rôles qui est tout à fait essentiel. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire et qui était une condition nécessaire pour que les assureurs de santé puissent s'impliquer vraiment dans les actes de prévention sur des domaines d'activité dont ils seraient réellement responsables, parce qu'aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Alors, ils ne le peuvent pas pour des raisons économiques, mais ils ne le peuvent pas aussi pour des raisons réglementaires. On a un contrat responsable qui est hyper binding, et donc on ne peut plus rien faire à côté, quoi, pour le dire un peu schématiquement. On a une réglementation d'accès à l'information de santé. Certes, il faut bien évidemment protéger l'information médicale personnelle, mais on a aujourd'hui une batterie bien au-delà du RGPD de réglementations qui nous interdisent l'accès et l'utilisation de données de santé pour nos assurés, ce qui nous empêche de développer des services, par exemple en sortie d'hospitalisation. Et puis, en effet, on a parfois un peu d'ostracisme de la part de l'État. Et nous, on a vécu une expérience tout à fait douloureuse il y a quelques années, qui m'a conduit à l'époque d'ailleurs à fermer la R&D du département santé et prévoyance que je dirigeais, où après avoir prévu des investissements lourds avec un grand labo pharmaceutique sur la BPCO, on s'est vu refuser une expérimentation qui était vraiment d'intérêt général, puisqu'elle couvrait dans 2 régions des populations entières, y compris nos assurés de détection et d'accompagnement personnalisé. On se l'est vu refuser par un motif totalement futile, mais vraiment micro-réglementaire de la part de la CNIL. Donc, quand on nous fait des coups comme ça, on a tendance à aller faire autre chose. Je le dis un peu violemment, mais en fait, et d'ailleurs, dans l'article 51, vous pouvez regarder tous les cahiers des charges de l'article 51, on n'y est jamais. Donc, il y a quand même une sorte d'ostracisme à l'égard des assurances santé qui fait que c'est un peu difficile. Alors, ça ne nous a pas empêché de développer des actions de prévention et des services de manière générale, hein. C'est quand même nous qui avons mis en place la téléconsultation avant que l'État, fort heureusement et de manière très efficace, la reprenne à son compte au moment de la crise sanitaire. Le deuxième avis médical, les symptom checkers, tout ça, ce sont des choses qu'on fait. On a mis en place des actions de prévention dans le domaine des bilans mémoire, avec chez MMA 94% de satisfaction de la part d'utilisateurs, hein, sur les sociétaires vieillissants. Le stress des salariés, là aussi, avec des résultats très positifs
des solutions web de nutrition, de coaching, sommeil, activité physique. Tout ça, ça existe, mais c'est des petits trucs. Alors, Comme le disait Didier, sur ces quelques exemples, est-ce que vous pouvez nous préciser justement un peu les modalités de mise en place de ces solutions? Et peut-être que Alexis, tu pourras compléter un petit peu avec des exemples de choses que tu as réussi à mettre en place. Il y a vraiment deux cas de figure. Il y a la solution où on a une appli totalement web et ça ne coûte pas très cher et c'est facile et on peut mettre ça sur nos portails de services avec un sujet qui est le taux d'utilisation, mais on y reviendra parce que c'est un sujet assez fondamental. Et puis, il y a des cas où, en effet, c'est le cas, par exemple, sur le stress des salariés, il faut qu'on ait un modèle économique avec les entreprises clientes qui permettent de financer, mais ça se négocie avec les DRH des entreprises clientes, une solution web plus de l'assistance téléphonique par des psychologues. Si on veut que ce soit efficace. Et ça, c'est un enjeu aussi tout à fait important, mais il y a des gens autour de la table qui sont bien mieux placés que moi pour en parler. Il n'y a pas une solution web ou une solution humaine. C'est évidemment le digital qui est aussi souvent la solution. Et donc, dès qu'on met de l'humain, et c'est nécessaire évidemment pour accompagner, dès qu'on veut accompagner de manière un peu pointue les salariés ou des assurés à titre individuel, il faut ramener une couche d'activité humaine. Et donc ça veut dire évidemment un modèle économique spécifique. Là-dessus, Alexis, peut-être toi, ton expérience, comment est-ce que tu as fait évoluer l'offre FitMe au fil des années, justement par rapport à ces quelques remarques, à la nécessité d'accompagner humainement en plus de tes outils? Comment est-ce que les choses ont évolué? Moi, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire, dans la prévention en santé, il y a des choses qui sont assez génériques et qu'on peut déployer assez largement. La majorité d'entre elles sont déjà assez connues. Puis ensuite, il y a un certain nombre de choses qui nécessitent des vrais changements de comportement de l'utilisateur pour avoir un vrai retour sur investissement. Et ça nécessite un accompagnement des patients qui peut se faire avec des outils numériques, évidemment, mais qui, la plupart du temps, nécessite quand même un accompagnement, un coaching. Nous, on a vu sur nos solutions pour avoir une adhérence plus importante, pour avoir des résultats cliniques beaucoup plus intéressants, que les solutions technologiques, c'était un pilier évidemment indispensable pour mesurer, comprendre, cibler, comme vous le disiez aussi, et du coup avoir des actions qui sont beaucoup plus bénéfiques en termes de retour sur investissement. Mais avec ça, il faut un accompagnement. Et qui dit accompagnement dit, vous l'avez dit, un modèle économique un peu différent, parce que on peut avoir des ROI qui sont très importants, mais par contre, on a besoin d'investir de l'argent pour pouvoir toucher ce ROI. On ne peut pas juste avoir une app qui est accessible gratuitement, où on paye d'une certaine manière un coût fixe pour le développement de l'app et ensuite on va l'amortir sur un certain nombre d'utilisateurs. On a besoin de modèles beaucoup plus récurrents dans l'accompagnement de ces utilisateurs-là pour pouvoir délivrer toute la valeur clinique. Et ça, vous l'avez bien dit, ça ne rentre pas aujourd'hui dans le scope de ce que peuvent faire des assureurs santé en France, sauf si, et certains assureurs nous l'ont dit, ça devient un argument commercial pour attirer de nouveaux clients. Mais oui. Je voulais l'évoquer, je voulais poursuivre ce que dit Alexis, je voulais l'évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, parce que le sujet aussi pour nos auditeurs, c'est de voir s'il y a des solutions concrètes. Aujourd'hui, le modèle économique socialisé, il n'existe pas. Donc, il y a des projets article 51, donc par du financement socialisé, il y a à peu près 10 projets qui expérimentent dans les projets article 51 de nouveaux modes de financement pour des actions de prévention, à la capitation, des choses comme ça. Donc ça, il y a des dispositifs expérimentaux de modèle économique. Mais aujourd'hui, à date, dans le système français, il n'y a pas de modèle économique pérenne pour financer des intuitions, des idées en matière de prévention. Or, on sait qu'il y a une demande, un besoin, en tout cas un besoin pour le système de santé et pour l'amélioration de l'état de santé. Donc après, à date, le modèle économique existant, il est celui de financement multiple. Il est celui de partenariat, il est celui de prise de risque. Et de prise de risque pour les assureurs comme pour les établissements de soins, en jouant, comme vient de le dire Alexis, en ayant idée que demain, cela peut participer de la valeur d'image. Et donc, cela peut générer du business complémentaire. Je ne devrais pas dire business à la tête d'une agence nationale. Cela peut générer de l'activité supplémentaire et donc, cela peut participer de l'équilibre économique et que finalement, je caricature, les 30 000 ou 50 000 euros que l'hôpital de Vesoul va mettre pour aider au développement d'une application ou d'un sujet de prévention va générer en retour 3, 4, 5, 10 patients supplémentaires par an qui, eux, vont venir équilibrer cet investissement pour l'hôpital de Vesoul. Et aujourd'hui, en modèle économique, hormis les financements
nationaux spécifiques, dans des dispositifs spécifiques, expérimentaux, l'article 51, les fonds d'innovation des ARS, il n'y a pas d'autre solution que soit les assureurs, soit ceux qui reçoivent de l'argent des financeurs, donc les opérateurs de soins, qui décident de consacrer, mais comme l'a dit Didier, dans des conditions complexes et avec finalement un pari qu'on prend seul et une responsabilité qu'on prend un peu seul, de dire engageons-nous vers ce sujet. Et puis j'ai un dernier point que je voulais évoquer. Dans le modèle économique qu'on n'a pas abordé, il y a la question du patient lui-même. Oui, bien sûr. Du paiement direct. Et peut-être y a-t-il, mais là je sors de mon domaine, peut-être qu'il y a matière pour les entrepreneurs à réfléchir systématiquement à un modèle qui associe une part que le patient acceptera de payer lui-même et une part plus socialisée. Ça, je ne sais pas, mais si on est à parler de modèle économique, il faut trouver… Ça c'est un modèle très américain que je décris. Je n'ai pas dit que c'était celui que je souhaitais. Mais si on en est à la conclusion actuelle que les financements socialisés nationaux sont pour l'instant dans des domaines très expérimentaux, qu'après il y a des campagnes nationales de prévention, mais ça c'est autre chose, et que les opérateurs de soins et les organismes complémentaires sont frileux, pour des raisons qui s'expliquent, ben, il reste le patient. Non, mais, oui, mais alors, moi je voudrais réagir à ce que dit Stéphane. Le patient, certainement, mais vous savez, on a le modèle français où les ménages ont le reste à charge final. Donc, le plus bas des pays de l'OCDE. Autrement dit, on a habitué nos concitoyens à ne pas payer la santé. Alors, ce qui est globalement vrai et ce qui est évidemment individuellement faux parce que certains supportent des restes à charge. Et donc, c'est difficile de les faire revenir là-dessus et ça prendra du temps. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le risque et la prise de risque sur ces marchés, que ce soit des marchés individuels ou des marchés d'entreprise, c'est bien, mais qui dit risque dit aléa. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'aléa. C'est-à-dire que l'État a tellement réglementé, je vais faire un plaidoyer pro domo, je ne veux pas être trop négatif, mais l'État a tellement réglementé les contrats d'assurance santé qu'en réalité, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Il faut se le dire. Et quand en plus, on se fait attaquer violemment, récemment, par la Cour des comptes à la rubrique « Vos frais de gestion sont trop élevés », mais dans nos frais de gestion, il y a les réseaux de soins, il y a la prévention, il y a tout ça. Donc, et d'ailleurs, en plus, la Cour des comptes nous attaque, mais en réalité, les études montrent qu'à périmètre identique, on a des frais de gestion qui sont sensiblement analogues à ceux de l'assurance maladie. Simplement, le périmètre n'est pas le même. Il y a des coûts de distribution, etc. Donc, on ne peut pas nous accuser et nous agresser violemment parce qu'on a des frais de gestion qui sont trop élevés par rapport à ce qu'on distribue comme indemnisation, et en même temps nous dire qu'il faut faire de la prévention. Et par ailleurs, il faut un marché stable. Et certaines grandes entreprises, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs, si on mène des actions sur le stress ou sur des bilans cardiovasculaires très efficaces, redoutablement efficaces. J'ai un collègue, un autre assureur que je connais bien, qui a mené des actions de prévention cardiovasculaire dans des grandes entreprises clientes, qui a détecté 20% de la population au travail qui était sous-évaluée en termes de risque cardiovasculaire. Bon, ça, c'est fabuleux. Et c'est fabuleux, mais c'est permis parce que vous avez un DRH qui dit « j'accepte de mettre de l'argent là-dessus ». Ce que vient de dire Didier, et je voudrais rebondir là-dessus, c'est important. Dans le modèle économique à date pour la prévention, il ne faut pas effectivement négliger le contact direct avec les entreprises sectorisées qui, ayant identifié une problématique de santé particulière, pourraient pour le coup, dans le cadre d'une politique de qualité de vie au travail, mais aussi dans une politique d'employabilité plus directement productive, souhaiter mettre en œuvre, au-delà de l'aspect gadget, de véritables politiques de prévention parce qu'ils ont identifié qu'il faut qu'on marche beaucoup et que donc des semelles connectées, ça aide ceci-cela pour des professionnels qui marchent beaucoup. Didier a raison de l'évoquer. Oui, tout à fait. C'est un point qu'on n'a pas du tout soulevé jusqu'ici. Les entreprises. Il faut cibler les besoins. C'est un acteur qu'on n'a pas mentionné, mais c'est un acteur qui, ponctuellement et sur des populations très ciblées, peut se permettre un calcul héroïste immédiat sur de la prévention et donc pour lesquels le modèle devient une évidence. On voit beaucoup, alors avec notre vision côté 50 Partners, on rencontre énormément d'entrepreneurs et d'innovation, on voit de plus en plus de superbes solutions, notamment de prévention de troubles psychologiques pour les employés. Olivia est un exemple, il y en a plein d'autres, et c'est des solutions qui commencent à trouver un marché via l'entreprise. Mais se pose la question du coup de la responsabilité de chaque organe. Est-ce que c'est à l'entreprise de prendre en charge ce risque, de prendre cette responsabilité? Alors,
il y pardon, voit Jean, un retour cette immédiat. question est importante, mais soyons pragmatiques. Prendre en charge quel risque? Le risque économique de financer une application. Bon, ça, c'est l'entreprise qui fait son modèle économique. Sinon, après, quel est le risque qui est pris par l'entreprise? On est sur des actions de prévention. Le seul risque que prend éventuellement l'entreprise, c'est, prenons l'exemple de l'aide des trucs psychologiques. Le seul risque éventuel, c'est qu'au lieu de prendre des applications ou un outil scientifique, elle aille prendre un outil sectaire, enfin un truc qui valorise le jeûne pendant des mois et qu'elle aboutisse à la mort de ses salariés. Mais c'est ça le risque. Mais pour le reste, le risque économique, c'est à l'entreprise de l'apprécier. Donc en fait, un modèle actuel, parce que soyons pragmatiques, si les start-upers, les entrepreneurs ne se mettent pas dans des registres de financement complémentaire, il n'y a pas de modèle économique viable. Et du coup, ça incite, moi je trouve que ça milite fortement pour que, c'est sans doute le rôle de 50 Partners, c'est que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, mais qui finalement n'ont aucune connaissance de ces modes de financement socialisés. Or, on n'est pas dans un financement, c'est-à-dire on ne vend pas un dispositif qui va intéresser un ou deux industriels. Bien sûr. On est dans un mode de financement socialisé. Donc, si on ne maîtrise pas tous ces éléments économiques, on peut avoir une excellente idée, mais très vite, on n'en fait rien. Enfin, je parle sous le contrôle d'Alexis. Ouais, non, mais On n'en fait rien. je pense que je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que pour moi, l'enjeu, je l'ai dit, sur l'expérimentation, on peut trouver des héroïques courts, être capable de monter des choses. Mais ensuite, l'enjeu, c'est demain, comment est-ce qu'on fait pour que ces préventions qui marchent, et on sait qu'elles marchent, elles deviennent utilisées beaucoup plus largement. Parce que c'est ça qui intéresse un entrepreneur. Je veux dire, faire des pilotes, c'est très sympa, mais ce qu'on veut, c'est avoir une société qui se développe. Et donc, moi, il y a d'autres pistes qui n'ont pas été mentionnées ici. C'est notamment, je ne sais pas si vous connaissez la société MoveCare, mais sur le domaine de l'oncologie, qui a fait le choix d'aller via un remboursement LPPR, et donc le chemin classique, qui est peut-être inadapté. Le vrai. Et voilà, mais qui arrive à la fin de ces chemins-là à avoir un éventuel déploiement des technologies. Oui. Et je pense que comme entrepreneur, ce qu'on recherche, c'est avoir des vrais chemins pour arriver sur des vrais marchés. Et on peut jongler entre 3, 4, 5, 6 modes de financement, mais c'est pas très, pour une société, c'est pas très, je dirais, sustainable dans le temps. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de réfléchir comment est-ce que les mécanismes et les bonnes initiatives, telles que l'article 51 ou le fait de voir que MoveCare est remboursé, on peut faciliter et on peut le clarifier, ce qui est attendu par l'État aujourd'hui, qui est le principal pourvoyeur. Et vous l'avez dit, c'est un modèle socialisé. Donc, qu'est-ce que veut l'État? Et pour moi, l'État doit vouloir investir significativement dans la prévention. L'État doit vouloir mettre en place des financements pour pouvoir l'accompagner et mettre en place des critères pour juger de sa pertinence. Tant que ces critères ne sont pas très bien définis, l'entrepreneur, il navigue. Donc, je vais voir la mutuelle qui va me dire, moi, ça m'intéresse, avec un ROI à, je ne sais pas, 1 an et je suis prêt à investir tant. Je vais aller voir l'hôpital qui va me dire, moi, mon ROI, c'est plutôt à 2 ans et je suis prêt à investir tant. Elle dit, OK, comment je développe une solution et un service qui va faire s'associer les deux? Et moi, je pense qu'in fine, tant qu'on est dans un modèle socialisé, qu'on assume de dire l'État a en charge et a la responsabilité de la prise en charge des soins, il y a nécessité de mettre en place des vraies politiques pour dire on y va, on a envie de le faire. Je vais prendre juste un autre exemple pour voir ce qui se passe dans d'autres pays. Vous allez aux États-Unis, par exemple, où l'État dit, en gros, les assureurs privés vont prendre en charge les frais de santé beaucoup plus largement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des sociétés telles que Hinge Health, telles que Ginger, qui vont contractualiser, vous l'avez d'abord avec les sociétés, mais ensuite avec les plans de santé, et qui vont mettre en place des services qui apportent un retour sur investissement, qui est convenu avec l'assureur et qui se développe d'année en année. Et la croissance de ces sociétés, elle est exponentielle. Pourquoi est-ce qu'elle est exponentielle? Parce que tout le monde a bien compris qu'il y avait un bénéfice qu'il allait pouvoir toucher. Et j'entends bien ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de dire, Didier, ah oui, mais en fait, c'est quoi notre ROI vraiment? On veut bien faire des efforts, mais in fine, nous, il n'y a rien qui revient dans notre poche. Et pour moi, il est là un peu le sujet. C'est-à-dire que l'État, qui est le plus gros pourvoyeur d'une certaine manière, doit mettre des règles claires ou dire je transmets la responsabilité. Et d'une certaine manière, on peut la transmettre, mais la personne qui prendra le risque va avoir éventuellement un retour sur investissement. Voilà, donc c'est un peu l'opinion que j'ai, et je ne désespère pas, parce que j'espère qu'il va y avoir des généralisations autour de l'article 51, j'espère qu'on va clarifier les chemins de remboursement pour des vraies innovations qui apportent des vrais retours sur investissement. Donc, soyons plus durs sur les critères, soyons plus exigeants, mais clarifions ces critères-là. Et aujourd'hui… Et peut-être, pardon, puisqu'on en est à réfléchir après,
peut-être il y a en France des organismes qui soutiennent la santé numérique, qui accompagnent les entrepreneurs. Je pense à French Healthcare ou je ne sais plus trop. Pékin France, par exemple. Bon, BPI France. Je pense que c'est aussi leur rôle de lobbyiste que de faire la connexion au plus haut niveau de l'État pour que ce sujet au sein du ministère, au sein de la santé, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement, mais on le comprend d'ailleurs, qu'on mesure à quel point il y a un foisonnement d'idées, un foisonnement d'envies, un foisonnement d'offres, et que finalement, tout ça peut déboucher très souvent sur pas grand-chose parce que les modèles de financement ne sont pas encore stabilisés. Et en ce sens, c'est pour ça que je disais au démarrage, il y a aujourd'hui fenêtre sans doute pour que ce sujet dans notre système de santé soit le sujet premier. Oui. On veut que la santé soit créatrice de richesse. Et bien là, on a un secteur où les dépenses de prévention peuvent générer de la richesse économique par la création d'entreprises et par de l'emploi. Oui. Au-delà de tout ce que vous avez dit, je crois qu'il faut aussi introduire l'idée qu'il y a une dimension culturelle. Si on regarde ce que font les Canadiens depuis très longtemps, les Canadiens font de la prévention depuis très longtemps, il y a des centres locaux de services communautaires qui associent des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux. Ils ont une culture profonde de la prévention. Nous ne l'avons pas parce que notre système a été construit, comme on le disait en introduction, sur le financement et pas forcément sur l'action de santé de terrain. Et donc, cette dimension culturelle, il faut qu'on travaille tous à la faire évoluer. Je pense que c'est assez fondamental parce que ce soit quand on communique avec les entreprises, je voyais dans le fil quelqu'un qui disait tout à l'heure, finalement, ce n'est pas compliqué pour une direction de jouer sur la sédentarité des collaborateurs. En effet, en prévention, vous savez, il y a la théorie des nudges. On peut, en disant aux salariés, en mettant des petites affichettes, expliquant aux salariés qu'ils peuvent monter à pied plutôt que prendre l'ascenseur pour un étage, on favorise la prévention et des trucs qui ne coûtent rien. Ça, c'est culturel. Et donc, il y a un véritable enjeu culturel là-dessus qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de ROI. Évidemment qu'elle est fondamentale, la question du ROI. Quand on investit des fonds propres, il faut pouvoir en générer du résultat. Mais il y a aussi, cette question culturelle, elle doit se traiter ailleurs. Et je pense que ça pourrait être un beau sujet de travail dans différents think tanks sur cette question pour que les parties prenantes soient plus au fait de ça. Moi, je voudrais ajouter un truc, c'est qu'il y a aussi, grâce à la tech, alors je reviens sur le terrain du rôle des assureurs de santé, grâce à la tech, grâce à un projet dont on n'a pas parlé, mais qui est l'espace numérique de santé, qui est un projet fabuleux, lancé par l'État, il y a aussi la possibilité d'avoir une connaissance des moments de vie de l'assuré ou du salarié qui permettent de lui apporter un service au moment où il en a besoin, au moment où la situation le permet. Parce que ce qu'on voit, nous, assez souvent, quand on adresse quand on met sur nos sites des offres de prévention ou de services à nos clients, à nos assurés, c'est qu'il y a un taux d'utilisation extrêmement faible. Pour prendre un exemple, l'ensemble du groupe Covéa a mis en place un système d'assistance au retour à domicile après une hospitalisation Covid. Donc, on prend en charge le transport, on prend en charge le portage des repas, des médicaments, un environnement de proximité, de l'aide ménagère, etc. Bon, on a envoyé des mails à tous nos assurés. Moi, je l'ai fait 3 fois au titre de MMA. Il y a un taux d'utilisation très faible. Pourquoi? Tout simplement parce que vous recevez un mail comme ça de votre assureur, 8 jours plus tard, vous l'avez oublié. Vous êtes hospitalisé 1 mois après, vous ne le savez pas. Et donc, il y a un enjeu tout à fait considérable et que l'espace numérique de santé va permettre de traiter, parce que c'est une sorte de tiers de confiance. Protège l'information de santé de l'assuré tout en offrant la possibilité de déclencher des services à partir d'une situation, à partir d'un moment de vie. Il y a là des enjeux considérables. Ici autour de cette table, c'est qu'il n'y ait pas d'ostracisme à l'égard du privé sur ce sujet, mais comme ça n'existe jamais, c'était purement pour… Didier, je rebondis juste une seconde sur ce que vient de dire Didier. C'est en ça que le recours aux opérateurs hospitaliers, que ce soit cliniques ou hôpitaux, et peut être un moment important pour la construction et pour le modèle économique, c'est qu'il peut y avoir tout à la fois un rôle de financeur pour des premières phases et un rôle de prescripteur qui fait que les taux d'usage de la population sont forcément plus importants si l'outil, il est plutôt que conseillé par l'assureur, effectivement, comme vient de dire Didier, ou le mutualiste dans une version générale, est conseillé par l'équipe de soins qui elle-même a été actrice du sujet. Et là, on sait que le taux d'usage sera sans doute plus important. D'où l'importance, moi je milite ça auprès des structures hospitalières, qu'elles consacrent, vraiment j'insiste, une part de leur budget à ces dispositifs de prévention. Et puis, dernier point, peut-être que pour les entrepreneurs, il faut peut-être faire attention
à pas trop être dans l'air du temps qu'on peut entendre et à se caler sur des priorités nationales. C'est-à-dire, il y a des plans nationaux prévention. Je relisais en préparation de l'université d'Anap, grâce à mes équipes, il y a quand même des axes nationaux fixés aux politiques de prévention. L'obésité chez les enfants, Tout à fait. Les traitements d'aide à l'arrêt du tabac, les risques auditifs chez les jeunes, etc. Il y a des priorités nationales de prévention. Donc, je veux bien que tout le monde ait envie de faire le même dispositif sur éviter le burn-out en entreprise, mais il y a des priorités nationales fixées par des experts nationaux dans le cadre de conférences de consensus avec des priorités nationales. Mais comment est-ce que ça se matérialise C'est ça. En quoi est-ce que réellement ça se traduit par un raccourcissement des délais, par une facilité d'accès à des structures de soins pour mettre en place ces premiers tests? Comment ça se traduit ces priorités concrètement du coup? C'est une bonne question. Elles se traduisent par des politiques fixées qui sont déclinées par les caisses primaires d'assurance maladie, qui peuvent être déclinées dans les PRS, dans les plans régionaux de santé des régions, qui donc peuvent avoir des financements spécifiques sur ces sujets. Elle peut se décliner dans des dispositifs nationaux de financement de nouvelles technologies, mais là de technologies plus médicales, de rupture ou nouvelles, pour prévenir un risque. Elle se traduit par des grandes campagnes nationales, que ce soit sur l'arrêt du tabac. Elle se traduit sur l'augmentation des prix du tabac, par exemple, sur les dispositifs de prévention. Donc, elle se traduit sur plein d'autres actions, mais il y a des priorités nationales fixées. Donc là, j'ai sous les yeux le dernier plan, je ne sais pas s'il y en a, mais en 2018, il y a 25 mesures qui ont été prises pour des priorités de prévention. Donc, ce n'est peut-être pas inintéressant aussi que dans les réflexions entrepreneuriales, il y ait un calage. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de sociétés venir me proposer de travailler sur le risque auditif chez les jeunes. Par contre, sur l'activité physique adaptée, j'en ai vu un paquet. C'est hyper intéressant de voir aussi peut-être une communication un peu hachée entre ces priorités nationales et le monde de l'entrepreneuriat. Et ce lien, c'est important de le construire, peut-être de l'améliorer également pour accélérer un petit peu ces questions-là. C'est important dans les incubateurs d'avoir des spécialistes du système de santé, que dans les incubateurs, il y ait des gens qui peuvent orienter rapidement, parce qu'on est dans un domaine très réglementé, très ordonné, réglementé en tout cas avec des politiques nationales. D'où l'importance que les incubateurs et que les sociétés, les grands incubateurs que je connais, soient vraiment des incubateurs qui sont capables d'aider les entrepreneurs à comprendre l'intégralité des acteurs et de leurs actions. C'est aussi le but de cet échange, c'est de permettre aux auditeurs, aux spectateurs de mieux comprendre concrètement quelles questions se posent par rapport à tout ça, comment prioriser les choses, et puis surtout comment gérer on va dire des timings très très différents. Et Alexis, peut-être on pourra conclure aussi là-dessus. La startup a des obligations de rapidité qui sont peut-être un petit peu décorrélées de ce qui est imposé ensuite par tout ce système qu'on a décrit. Comment est-ce que c'est géré, Alexis? Parce que évidemment, le Graal, c'est de finir par être remboursé et que l'État réalise le calcul médico-économique et valide les choses. Ça, c'est un Graal, mais c'est un Graal à 10 ans. Et c'est quelque chose qui fait très, très peur dans l'entrepreneuriat. Parce que pour en arriver là, il faut survivre pendant 10 ans. Et comment est-ce que toi, tu appréhendes ces choses-là, Alexis? Je pense que c'est en effet un problème je dirais à la fois de culture et de cette nécessité de générer du résultat, de pouvoir passer des étapes pour donner de la confiance autour d'un projet. Sur un projet comme le projet MoveCare, c'est des projets qui durent quasiment 10 ans, quoi. Donc, il faut être capable de financer pendant 10 ans ces éléments-là, tout en sachant qu'au début, il y a encore des questions de comment est-ce qu'on va y arriver. Et ce n'est pas une route qui est toute droite. Donc, quand vous avez ça versus des investissements autres où c'est lisible, on a un retour sur investissement, l'investisseur de base, il questionne. Et c'est pour ça que pour moi, il faut associer à ce risque un reward qui est beaucoup plus important pour motiver les gens à y aller. Et il y aura toujours des gens… Pardon, Alexis. Une récompense qui est plus importante. C'est-à-dire que pour moi, quand ça marche, il faut qu'on ait des exemples de succès. Il faut que ces succès-là, on les pousse pour montrer que c'est possible et qu'on tire la filière, on organise autour de ces succès. Et parce que les investisseurs, il y en aura qui ont envie de prendre ces risques-là et de soutenir ces projets, de les aider à mieux faire, à être plus ambitieux, à avoir des équipes plus compétentes avec les compétences dont vous parliez, Stéphane, dans la connaissance du système. Mais pour ça, il faut des succès. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est difficile, c'est d'arriver à avoir ces premières sociétés qui, dans le domaine de la prévention, sont suffisamment grosses
pour emmener derrière elle toute une filière où on a cette connaissance, on sait comment faire et on sait comment évaluer. Voilà, Vous voyez, donc, par exemple, pardon, je vous coupe, dans les axes prévention, il y a formé 80% de la population aux gestes de premier secours. Est-ce que voilà un sujet qui pourrait faire appel à la techno. Est-ce que le monde entrepreneurial s'est investi de ce sujet-là? Je ne sais pas. C'est un superbe appel à tous les entrepreneurs qui nous regardent. Moi, par exemple, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si alors qu'il y a possibilité de faire des choses avec du numérique, avec du virtuel, avec de la réalité augmentée, etc. etc. Prenons un exemple. C'est grâce à mes équipes de la NAP que j'ai la liste des 25 thèmes. Je ne les connais pas par cœur, je vous rassure. Alors, Olivier, dans les commentaires, mentionne qu'il y a plein de projets dans ce sens. C'est vrai que ça foisonne d'innovation. Par contre, celle qui arrive à percer, à se faire entendre, il faut déjà franchir des belles étapes avant d'être connu. Mais c'est intéressant de partir de ce besoin et de ces priorités définies par l'État et non pas d'une techno. Aujourd'hui, dans l'innovation à la santé, il y a plusieurs typologies d'innovation. Il y a celles qui partent vraiment de la technique. On a des superbes centres de recherche, des technologies qui émergent, qui sont colossales et du coup, qui ne sont pas forcément directement en phase avec les priorités de l'État. Puis il y a des technos qui émergent ou des innovations qui émergent d'un besoin par des soignants, par des professionnels de santé, qui sont encore une fois pas forcément toujours alignés sur les priorités. C'est un super axe de se dire, OK, peut-être reprenons cette liste-là des priorités nationales pour... encore une fois, partir du besoin. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est super que vous fassiez, Stéphane, parce que voilà, ça permet de cadrer des choses qu'on voudrait éventuellement faire. Il y a une autre question, c'est quelles sont les règles, comment est-ce qu'on y va? Et ça, quand en tant qu'entrepreneur, on passe un pourcentage important de son temps à résoudre, comprendre le pourquoi du comment, au lieu de faire avancer la vraie problématique auquel on cherche à s'attacher, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit c'est juste de l'énergie qui est perdue. On va dans un sens, dans l'autre pour comprendre le système qu'en fait on veut faire changer. Et ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Je dirais, pour moi, le plus les règles sont claires en disant voilà les priorités et voilà les règles qu'il faut respecter pour avancer, le plus vous aurez d'entrepreneurs qui auront envie de prendre ce risque-là parce que le risque sera réduit du fait qu'on comprend quelles sont les règles du jeu. Et ce qui est compliqué, et vous l'avez dit, c'est lié au modèle qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, il y en a beaucoup d'acteurs différents avec des intérêts très différents et du coup, il n'y a pas de règles du jeu qui sont très claires pour pouvoir arriver à déployer ça. Et c'est ça qui est compliqué du point de vue entrepreneur, de se dire je vais prendre ce risque, je vais investir mon temps là-dedans, mon argent, parce que je ne vois pas quelle est la récompense que je vais pouvoir éventuellement aller chercher, et comment je vais être viable sur un certain temps. À partir du moment où ces règles sont là, je pense qu'on aura beaucoup plus de projets avec des gens qui seront beaucoup plus pertinents, parce qu'on donnera des règles du jeu assez claires. Oui. Et c'est ça le rôle vu par les assureurs de santé, moi je souscris tout à fait à ça. Parce que les assureurs de santé sont au contact de leur clientèle, de leur population, des entreprises qui emploient les salariés couverts. Si on veut vraiment qu'elles puissent s'impliquer, il y a à mon avis 2 conditions nécessaires. Alors, il y en a une qui fait débat actuellement, c'est la clarification des rôles entre la Sécu et les assureurs de santé, parce que quand on n'a pas un périmètre d'intervention clair, on n'agit pas. Hein. Donc, pour pouvoir agir, il faut un périmètre d'intervention clair. Donc, je pense que c'est un premier prérequis. Et il y en a un second, c'est l'accès à l'information dans le cadre évidemment du RGPD et de la protection des données de santé des personnes. Aujourd'hui, on est très en deçà de ça. La réglementation nous prive d'un paquet d'informations qui sont tout à fait indispensables pour pouvoir contenir des informations de prévention. Donc, on n'en est même pas à savoir si elles sont héroïsables, entre guillemets, ou pas. On en est à ne pas disposer de l'information pour agir. Donc, voilà. Donc, moi, je le dis parce que évidemment que la Sécu est le financeur prépondérant en France et elle le restera, et c'est très bien ainsi, c'est ce qui garantit l'universalité de l'accès aux soins. En revanche, si on veut que les assureurs de santé puissent, dans leur domaine, être des partenaires des entreprises des entrepreneurs qui veulent faire de la prévention, je pense que cette double condition à la fois de clarification des rôles et donc du périmètre de responsabilité de l'assurance santé privée et de l'accès à l'information sont 2 prérequis indispensables. Sinon, on va continuer en effet à faire à bricoler et faire des petites choses. Alors, on ne le fait pas dans le domaine du service. Encore une fois, on a créé des réseaux de soins optiques dentaires et de la téléconsultation. Mais dans le domaine de la prévention, pour moi, ce sont évidemment les 2 conditions pour qu'on puisse travailler avec l'écosystème des startups sur la prévention. Et il y a plein de choses à faire, en effet. Merci beaucoup pour tous ces messages et tous ces éléments de réflexion. Je vois que l'heure tourne. L'idée, c'est aussi de libérer, de vous permettre de vous libérer sans trop tarder. Peut-être pour terminer,
Moi, j'aimerais bien que vous me disiez chacun peut-être un exemple d'outil de prévention qui vous tient particulièrement à cœur ou voilà, un exemple où vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais porter cette innovation le plus loin possible parce que voilà, les bénéfices pour le patient sont énormes et il faut qu'elle aille au bout. Est-ce que vous avez peut-être pour conclure, des idées ou des messages à faire passer sur des belles innovations de prévention? Moi, comme ça, à chaud, je pense que des innovations tout à la fois extrêmement ciblées sur des pathologies identifiées liées à des professionnels, à des professions ou à des activités ciblées peuvent rencontrer plus rapidement également leur marché, leur modèle. Je rejoins ce qu'a dit Didier tout à l'heure, le fait de cibler des professions qui ont des pathologies identifiées, il me semble qu'il y a là matière à trouver un marché. Et la deuxième, elle est complètement antinomique, c'est au contraire d'attraper des grands sujets de santé publique nationaux ou des grandes actions dont on sait que la France est en retard. Je reprends mon exemple des premiers secours. Tout le monde sait que la France est un pays dans lequel la connaissance des premiers secours est faible. Or, on sait que ça fait partie des éléments qui permettent d'éviter des situations gravissimes et que de nombreux pays ont fait ce travail-là. Alors, ça passe par l'école, ça passe par d'autres dispositifs, mais ça passe aussi par des outils de prévention. Donc, soit des spectres très larges, mais sur des grandes politiques identifiées par l'État, par les acteurs publics, les acteurs socialisés, soit, comme l'a dit Didier, moi je trouve c'est très intéressant, des populations ciblées, des professions ciblées, des pathologies ciblées, sur lesquelles on sait qu'il y aura un impact et où donc éventuellement la valorisation du service rendu sera plus facile et le modèle économique trouvera plus facilement preneur. Et voilà, plus facilement preneur. Donc il n'y a pas de modèle unique, je souscris totalement à ce que vient de dire Stéphane. Il n'y a pas de modèle unique, il y a les conditions à réunir pour qu'en effet on puisse agir. Très bien. Alexis, toi qui connais aussi la difficulté d'un discours où on est très très ciblé sur une population niche quand on monte une startup et qu'on veut aussi aller ramener du financement. Moi, je suis 100% d'accord. Et pour répondre à ta question, Jean, sur est-ce qu'il y a des choses qui… Moi, je suis persuadé que dans la prise en charge des maladies neurodégénératives, notamment, il y a beaucoup de choses à faire pour mieux comprendre ces maladies-là et intervenir de manière efficace avec des solutions qu'on sait marcher, mais qui ne sont malheureusement pas connues partout sur le territoire. Donc, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur, voilà, qui est un sujet assez concret. Voilà, je suis d'accord avec Stéphane, je pense qu'il faut être très ciblé, il faut avoir une vraie valeur clinique qu'on apporte in fine avec ces solutions-là. Mais une fois de plus, il faut qu'on arrive à changer vraiment notre approche sur ces solutions, ces technologies, pour leur donner une chance de succès. Aujourd'hui, je pense qu'on ressort de cet échange en se disant il y a des choses pour expérimenter, mais on n'a pas encore la clé et la route pour aller faire des choses qui deviennent vraiment d'ampleur importante. Et moi, je dis, pour qu'il y ait des entreprises qui se développent et pour qu'il y ait des succès, il faut clarifier cette route-là. Je pense que l'État a un rôle important en étant aujourd'hui le promoteur principal du système de santé, et c'est un choix politique qu'on fait, et voilà, beaucoup d'avantages. Tant qu'on reste dans ce modèle-là et qu'on choisit de le faire consciemment, il faut qu'on mette en place, et vous faites via les choix politiques, mais il faut que ça se traduise avec des guichets comme dans l'article 51 pour permettre à ces innovations d'éclore, certes, et ensuite de grandir, de se structurer et de délivrer toute la valeur qu'elles peuvent apporter. Voilà, et ce qui est vraiment super, c'est de voir qu'on déjà on peut se réunir tous autour de la table et discuter. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, il faut agir, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, pour ce dernier message. Stéphane, on a hâte aussi d'assister et d'entendre un peu les conclusions de l'université d'été. Donc, avec très grand plaisir pour diffuser ça largement quand elle aura lieu. 23-24 septembre, si mes dates sont exactes, à Dijon. C'est noté. Et en distanciel, inscription sur le site de l'ANAP. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux spectateurs et à leur participation. Pour ceux qui nous auraient loupé, la conversation est enregistrée, donc on va pouvoir la diffuser également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.